Bonne soirée, Monsieur le Président. Bienvenue à notre programme. Vous vous apprêtez à entamer votre deuxième tournée africaine de l'année 2017. Donc, lorsque vous allez rentrer, Inch'Allah, de ce voyage, vous auriez visité 24 États africains. Donc, comment expliquez-vous cet intérêt énorme que vous semblez avoir pour l'Afrique? Et quels seront les piliers de votre stratégie africaine? J'aimerais tout d'abord, par votre intermédiaire, envoyer mes salutations en mon nom et au nom de mon peuple à l'Afrique entière. Évidemment, la série de visites africaines n'est pas récente. C'est l'année 2005 qui a été déclarée l'année de l'Afrique. J'étais à l'époque Premier ministre et une fois que nous avons déclaré cette année l'année africaine, j'avais déjà déclaré que mes visites continueraient. À l'époque, nous n'avions que 12 ambassades sur le continent africain, mais nous avons décidé à l'époque déjà d'inaugurer dans l'ensemble du continent des ambassades. Actuellement, ce chiffre est de 39, mais évidemment, nous désirons avoir une ambassade dans chaque pays africain. Nous allons réussir cela parce que nous avons la détermination. En 2008, il y a eu le sommet de partenariat Turquie-Afrique, car nous continuons à développer ces relations. Et vous savez que lors de cette visite, je vais d'abord me rendre au Soudan. Je vais y séjourner 2 jours. Ensuite, je me rendrai au Tchad et ensuite en Tunisie. Et je vais avoir des entretiens bilatéraux, mais également, puisque nous allons être accompagnés d'une délégation importante d'hommes d'affaires turcs, nous y aurons également des rencontres, des conseils d'affaires entre les hommes d'affaires turcs et africains. Actuellement, pour pouvoir développer ces relations de façon encore plus approfondie, évidemment, un pilier important est constitué par la compagnie aérienne turque, la Turkish Airlines, qui dessert 51 destinations africaines dans 33 pays. Cela, bien sûr, facilite le déplacement des Turcs vers l'Afrique ou vice-versa, ou bien nous servons de point d'escale. C'est un rôle important qui est joué par cette compagnie aérienne et même pour les vols en provenance d'Afrique. Donc la Turquie sert de point d'escale. Et donc en comparaison avec il y a 15-16 ans, la Turquie a énormément changé. Évidemment, ma visite au Soudan a un autre sens parce que le chef d'État du Soudan s'était rendu dans notre pays la semaine dernière à l'occasion du sommet extraordinaire de l'OCI. Et donc, ce n'est pas maintenant une visite que nous allons rendre en réciprocité, mais c'est une visite qui avait déjà été planifiée il y a un certain temps. Mais nous avons beaucoup de points communs du point de vue civilisationnel, culturel avec le Soudan. Et donc, nous y effectuerons cette visite et nous allons permettre aux hommes d'affaires de se rencontrer. Et puis nous allons aussi, en tant que leader politique, nous adresser aux hommes d'affaires. Et ensuite, nous allons nous rendre au Tchad. Et je crois que cela aura un écho important au Tchad, de même qu'en Tunisie.
Évidemment, entre-temps, il y a eu la levée des sanctions par les États-Unis envers le Soudan. Nous nous en réjouissons et nous espérons que ces développements réjouissants continueront. Absolument. Monsieur le Président, vous avez mentionné que vous allez être accompagné d'hommes d'affaires. Vous allez avoir des rencontres avec nos homologues. Mais nous avons entendu une chose de façon récurrente. Les citoyens africains veulent aussi directement vous entendre. Et évidemment, les hommes d'affaires vont se rencontrer, mais les citoyens africains tout autour du continent veulent également entendre un message directement de votre part. Il y a beaucoup de questions, évidemment, qui se posent en relation avec la Turquie, la relation de la Turquie avec 55 États africains. Je voudrais qu'on puisse aborder un thème après l'autre. Évidemment, la Turquie est un pays musulman et vous assurez la présidence en exercice de l'OCI et vous avez donc joué un rôle de leadership concernant Al-Quds, Jérusalem, et beaucoup de musulmans, plus de 500 millions sur ce continent africain veulent entendre quel type de message de paix avez-vous à apporter à ces citoyens. Et en particulier à l'attention du Conseil de sécurité. Il s'est passé quelque chose la semaine dernière et aujourd'hui l'Assemblée générale a voté la résolution. Donc maintenant avec cette nouvelle résolution de l'Assemblée générale, qu'est-ce que cela signifie pour le monde musulman, pour les musulmans africains et où allons-nous à partir de cela? C'est une question extrêmement importante. Tout d'abord, pour le monde musulman, la mosquée Al-Aqsa est notre premier qibla. Et donc, cela revêt une grande importance. Évidemment, c'est également une localité importante pour les chrétiens. Jérusalem est important pour les chrétiens et je suis effectivement le président en exercice de l'Organisation de la coopération islamique et j'ai donc voulu parler au chef d'État musulman, mais j'ai également appelé le pape François, qui on peut considérer le leader du monde chrétien, et j'ai aussi partagé mes réflexions avec lui, et je me suis réjouie de voir que nous avons les mêmes opinions sur ce sujet. D'autre part, j'ai aussi parlé au président de la République en Allemagne, la chancelière, monsieur le président français, Macron, monsieur le président Poutine. J'ai également parlé de ce sujet avec ces personnes. Il ne s'agit pas d'un problème qu'il faut cantonner au monde musulman. C'est un sujet sur lequel j'ai voulu débattre avec les autres leaders aussi, parce que ce n'est pas un problème qui est le problème des tombes dans ce piège. Pourquoi? Parce que 1980, vous le savez, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et il y a eu la résolution du Conseil de sécurité 478 qui porte également la signature américaine. Et malgré cette signature sous cette résolution, le fait que cette résolution soit bafouée par les États-Unis, c'était vraiment un pas erroné. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, et on retourne à l'année 1967. Que s'y est-il passé? Il y a une solution qui prévoit 2 États. Et Jérusalem-Est est acceptée comme la capitale de la Palestine dans cette solution bi-étatique. Si on s'était approché de cette solution bi-étatique, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, je pense que c'est une journée
extrêmement importante. 128 pays ont tous été d'accord. Ils pensent tous de la même façon. Ils se sont rangés aux côtés de la Palestine. C'est seulement 8 États, 8 pays qui se sont rangés du côté des États-Unis. D'autre part, 35 pays qui ont voté ni par le oui ni par le non. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sous une répression importante. Je pense que s'ils avaient la liberté de voter, ils auraient voté comme les 128 autres pays. Pourquoi? Parce que les pays qui se sont rangés du côté de M. Trump, on les voit, leur taille. Et je pense que face à cette situation, M. Trump va réviser cette situation. Que doit-il faire? Si nous sommes pour la paix, nous devons dire oui à cette solution biétatique. Mais s'il n'est pas pour la paix et qu'il est pour l'instabilité du Moyen-Orient, évidemment, l'humanité va devoir faire payer la facture de cela à M. Trump, à l'État d'Israël. Mais l'humanité ne désire plus de guerre. L'humanité désire la paix parce que l'humanité est fatiguée de ces conflits. Surtout le Moyen-Orient. On voit bien ce qui s'est passé en Irak, en Syrie. Des millions de personnes sont en train de mourir, que ce soit les femmes, les enfants. En Palestine, est-ce que vous pouvez vous imaginer un enfant atteint de la trisomie 21 a été attaqué par plusieurs soldats israéliens, ou un adolescent de 15 ans, Junaidi, entouré par 20 soldats israéliens, et a été battu. Et d'autres petites filles ont subi d'autres traitements inacceptables. Donc, Israël est un État d'occupation et moi, je dis, parce que Israël a fait appel à ce terrorisme, eh bien, c'est un État terroriste. C'est ce que je dis. Nous devons agir et nous devons agir dans l'unité. Dans l'Union. Je ne pense pas que ce sujet soit un problème réservé au monde musulman. C'est un problème de l'humanité. Donc, le vote d'aujourd'hui a donné le message selon lequel ce problème est le problème de l'humanité entière. Et donc, 128 pays ont eu cette position équitable, juste, et je remercie chacun de ces États en mon nom et au nom de mon peuple. Je les remercie. Donc, vous pensez que M. Trump va revenir sur sa décision. Mais s'il ne revient pas sur sa décision, parce que, évidemment, il n'a pas encore fait preuve d'une volonté de faire pas arrière, quelle sera la prochaine action? Bon, qu'il fasse un pas en arrière ou pas, à partir de maintenant, pour nous, la prochaine étape, c'est de voir donc la Palestine, les 128 pays, et puis tous ces États qui se sont abstenus de voter. Il va falloir que nous travaillions tous ensemble. Tout d'abord, je pense qu'il faut que la Palestine soit reconnue par chacun de ces États comme un État indépendant. Et une fois que cela est obtenu, je pense que les États-Unis d'Amérique vont devoir faire une lecture juste de tous ces développements. Je ne pense pas qu'ils puissent insister sur une erreur aussi flagrante. Et je crois qu'ils vont finir par voir ce qui est juste. Je crois qu'il ne faut pas que les États-Unis continuent juste avec Israël. Ce n'est pas digne des États-Unis. Alors évidemment, on pourrait parler pendant des heures de Al-Quds, mais j'aimerais un petit peu revenir en arrière maintenant et revenir à la question de l'Afrique. Vous avez dit dans vos remarques
qu'il y a des relations traditionnelles, historiques entre la Turquie et l'Afrique. Dans certains des États que vous allez visiter, surtout au Tchad et en Tunisie, il y a la question du militantisme, du terrorisme. Et bien sûr, la Turquie a énormément d'expérience dans le domaine du terrorisme. Mais l'Union africaine estime qu'à la suite de la défaite du Daesh, il y aura 6 000 Africains, jeunes Africains, qui vont rentrer en Afrique, qui vont rentrer chez eux et qui vont poser en fait une menace importante aux pays de la région. Quelle est votre position sur cette question et comment est-ce que la Turquie, quels seront les conseils de la Turquie aux pays africains dans ce type de contexte et comment assurer les pays africains? Alors, que ce soit le Soudan, le Tchad, la Tunisie, surtout évidemment le Tchad qui est en train de lutter contre Boko Haram. Nous avons à peu près une expérience de lutte antiterroriste de 35 à 40 ans. Nous avons payé une très lourde facture. Nous ne voulons plus payer cette facture. Donc, ces dernières années, notre lutte antiterroriste est devenue beaucoup plus rigoureuse et nous avons obtenu un succès. Mais dans cette lutte antiterroriste, au sein même de notre pays, on peut même partiellement parler d'une lutte contre le Daesh dans notre pays, mais c'est surtout en Irak et en Syrie qu'il y a des organisations du Daesh, mais le Daesh a connu de lourdes pertes. Jerablus, Elbab, dans une superficie de 2000 km², Daesh a été éradiqué. D'autre part, vous avez les forces de la coalition qui ont également poussé de façon importante Daesh vers le sud. Donc, actuellement, ce n'est que 5% du territoire syrien qui est sous le contrôle du Daesh. Le reste est sous le contrôle du régime ainsi que sous le contrôle des forces de la coalition. Le Daesh est presque éradiqué. Il en va de même pour l'Irak. On peut parler presque d'une éradication de ce pays, du Daesh dans ce pays. Mais alors, que va-t-il s'en suivre? Évidemment, ce que vous venez de signaler n'est pas négligeable. Aujourd'hui, au Tchad, il y a 600 000 réfugiés à peu près. Quid de ces réfugiés? Le Soudan aussi a connu des problèmes importants, nous le savons, et le pays était divisé, le Soudan Sud. La Tunisie semble aussi calme, mais on sait qu'on peut aussi instabiliser la Tunisie. J'espère bien sûr que l'unité tunisienne ne soit pas perdue. En tout cas, pour nous, que ce soit au niveau politique, commercial, économique, militaire, culturel, commercial, nous sommes prêts à la collaboration. C'est pour cela que je serai accompagnée de nos hommes d'affaires dans ces visites. Et notre premier objectif, bien sûr, dans ce cadre-là, c'est notre solidarité. Nous devons être solidaires dans tous ces domaines. Et d'ailleurs, en tant que président en exercice de l'Organisation de la coopération islamique, je dois aussi assumer certaines autres fonctions. Nous avons par exemple notre agence de coopération turque, la TİKA, qui est active sur le terrain avec des projets sociaux, surtout pour rendre des services aux citoyens sur place. Et cela permet bien sûr une harmonie entre les Turcs et les Africains. Nous accueillons aussi des étudiants africains dans les universités turques. Ces personnes vont évidemment jouer un rôle d'ambassadeur dans leur vie adulte. Et dans cette lutte antiterroriste, nous continuerons à être solidaires pour les questions sécuritaires. Évidemment,
parce que vous êtes toujours en train de lutter contre Daesh ici. D'une certaine façon, il est important, bien sûr, d'approfondir cette coopération sécuritaire avec les pays africains, puisqu'il y a beaucoup de déplacements. Bon, maintenant, je voudrais avancer et parler d'une autre question qui a prêté à confusion en Afrique, c'est la question du réseau de Fethullah Gülen, ce que votre administration appelle l'organisation terroriste guleniste, la FETÖ. Pour pendant de longues années, ces Africains ont pensé que ce réseau était soutenu par le gouvernement turc. C'est pourquoi beaucoup d'élites, beaucoup de leaders inscrivaient leurs enfants dans les écoles de ce réseau en Afrique. Mais on sait très bien ce qui s'est passé l'année dernière. C'est la première fois que vous vous adressez à une source de médias africaine depuis cet événement. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce que aujourd'hui je peux inscrire mes enfants, mes neveux à ces écoles qui sont actuellement gérées par une autre organisation? Alors, mon frère Ahmadou, sans m'attarder, je vous dirai très clairement qu'aucun enfant ne doit être inscrit dans ces écoles parce que l'éducation n'a été qu'un masque pour ces personnes. Et c'est sous ce masque que la religion a également été aussi utilisée comme un masque. Vous savez que dans la sourate de Mahoun, notre bon Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle de ceux qui sont en train de prier avec mépris. Ils sont en train de prier, certes, mais ils n'en ont pas conscience. Ils ne font pas cette prière avec la conscience. Alors, à partir de là, il ne faut pas tomber dans ce piège. Le 15 juillet 2016, qui a perpétré ces tentatives de coup d'État? C'est eux-mêmes. Est-ce qu'on le sait? Oui, on le sait. Cela a été constaté et certaines personnes ont déjà été condamnées à la prison à perpétuité. D'autres ont écopé des peines d'emprisonnement très très longues. Ce sont ces personnes qui ont voulu m'assassiner, ainsi que les membres de ma famille. Mais notre bon Dieu nous a protégés et nous avons pu, avec quelques minutes d'écart, fuir leurs bombes. Mais malheureusement, 2 de mes gardes rapprochés ont malheureusement succombé aux attaques de ces personnes. Nous avons eu 251 martyrs, 1293 vétérans. Vous voyez ici, ce bâtiment est un bâtiment vétéran. Autour de ce complexe, 29 policiers sont tombés en martyrs. 36 personnes ont été blessées. Et vous voyez juste en face le monument des martyrs avec le croissant et l'étoile. C'est pourquoi nous avons ce monument juste en face de ce complexe. Pourquoi? Pour commémorer, pour ne pas oublier. Avec tous ces événements, alors que la procédure judiciaire est en cours, ce que nous disons à l'Afrique, c'est la chose suivante. Nous ne voulons pas que vous subissiez ces mêmes dégâts. Ils se sont bien enrichis, ces gulenistes. En 1999, le terroriste principal s'est enfui aux États-Unis. Il est actuellement en Pennsylvanie. Et nous avons fait parvenir à l'administration américaine 85 colis de dossiers. Nous avons demandé l'extradition de cette personne. Malheureusement, nous ne l'avons toujours pas obtenue.
De quelle alliance, de quel partenariat stratégique pouvons-nous parler? Si demain, les États-Unis viennent avec la même demande, nous n'allons pas agir dans le sens de leur demande. Pourquoi? Parce que vous gardez le responsable de 251 martyrs, de 1293 personnes blessées, avec des condamnations qui ont été prononcées par nos juridictions, et on demande l'extradition, et on n'arrive pas à obtenir ces personnes. Et nous allons pareillement refuser s'ils venaient avec la même demande. Il n'y a pas de peine capitale ici en Turquie. Il y a la peine capitale aux États-Unis. Alors je dis quoi? Je dis qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Nous avons mis en place une fondation pour l'éducation, pour qu'une éducation de meilleure qualité soit assurée. Et ce n'est pas dans un but lucratif que cette fondation va agir. Avec par exemple le Soudan, avec le gouvernement du Soudan, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, nous allons désormais confier la gestion de ces écoles à cette fondation pour l'éducation. De même pour le Tchad, de même pour la Tunisie. Mais il y a toujours certaines écoles qui continuent à exister en changeant de nom, en essayant de se masquer, en essayant de tromper les dirigeants, les responsables africains, parce qu'ils n'hésiiteraient pas à recourir à tout type de mensonges. Je crois que l'Afrique doit désormais déjouer ce coup. Et je crois qu'on peut toujours donner une réponse si on nous pose des questions, et on peut toujours assurer le suivi de ces dossiers à travers, par l'intermédiaire de nos ambassades. L'union, l'unité seront toujours de premier ordre. C'est très clair, très clair. Nous voyons que cette situation a été évidemment traumatisante pour beaucoup de familles. Je sais qu'il nous reste encore très peu de temps, mais j'ai encore quelques petites questions qui me semblent importantes et que j'aimerais vraiment aborder de façon brève. Alors, premièrement, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye récemment. Avec ce qui s'est passé en Libye, il y a même des marchés d'esclaves qu'on y a découverts. Alors, il y a toutes ces atrocités qui y ont lieu. Alors, en tant que musulman, en tant que leader musulman, que pouvez-vous dire à la jeunesse africaine en général sur la migration et sur les risques qui peuvent être reliés avec cette migration? Concernant les réfugiés, nous en avons 3,5 millions en provenance de la Syrie, actuellement dans notre pays. Ce sont pour nous des personnes qui sont importantes. Nous les accueillons en tant qu'invités. Nous avons nos bras grands ouverts pour les accueillir. Et nous essayons de satisfaire leurs besoins. Mais évidemment, aucune personne ne souhaite être coupée de son pays natal. Jusqu'à maintenant, nous avons dépensé 30 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que nous avons agi avec un sens d'humanité, de conscience humaine et aussi par solidarité islamique. Alors, est-ce que nous avons reçu une aide de la part de l'Union européenne? Jusqu'à maintenant, oui, 900 millions d'euros. Est-ce que nous avons reçu quelque chose du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés? 550 millions de dollars, mais nous avons, nous, dépensé 30 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que cela est pour nous
mission. Évidemment, quand on est généreux, c'est encore plus important. Mais concernant ces réfugiés, évidemment, nous ne pouvons absolument pas accepter que ces personnes soient victimes d'une traite, soient vendus comme esclaves, parce que notre religion s'y oppose absolument. Donc, pour la Libye, je fais appel aux dirigeants et aux citoyens libyens. Surtout, ne tombez pas dans ce piège. Surtout, ne respectez pas ces traites d'esclaves interdites par notre religion, par l'islam. Les musulmans doivent toujours agir contrairement à cette approche. Et je voudrais inviter tous mes frères et sœurs libyens d'agir comme Ebou Bakr. Je pense que si ils agissent de cette façon, la Libye pourrait avoir un avenir prometteur. La Libye n'est pas un pays pauvre, c'est un pays très riche, au contraire, mais ils ont voulu faire de la Libye un tel pays. Pourquoi? Les pays qui ont exploité la Libye, dont les revenus sont déposés dans les banques de ces grandes puissances qui veulent nous donner des leçons. Alors, pour les dirigeants libyens, il est absolument primordial de mettre de côté les zizanies et de initier un processus démocratique au plus vite pour respecter la volonté du peuple libyen. Et c'est seulement en respectant cette volonté populaire libyenne que nous devons mettre en place un régime politique. Et c'est ainsi que nous voulons évidemment voir la Libye. Et il faut aussi voir la chose suivante. Croyez-moi, la Libye pourrait être un pays exemplaire en Afrique. Pourquoi? Regardez la côte libyenne. C'est une côte très longue. La superficie, importante aussi. La population, faible par rapport à cette superficie, donc une densité faible. Donc, il faut au plus vite agir et aider la Libye pour que la croissance reprenne. Moi, j'aime beaucoup la Libye et je suis vraiment très attristée par la situation actuelle en Libye. J'espère que nous pouvons relever ce défi au plus vite. Nous pouvons contribuer à la paix interne à la Libye et nous sommes prêts à faire ce que nous pouvons faire pour contribuer à cela. Je comprends que vous soyez touchés par la Libye, je le vois bien. J'aimerais passer à d'autres sujets qui me semblent importants. Les droits de l'homme, la Turquie, les droits des femmes. Les femmes ont obtenu le droit de vote en 1934 en Turquie en tant que pays musulman, en considérant le rôle que peuvent jouer les femmes dans le développement économique et humanitaire dans les pays africains, surtout dans les pays que vous allez visiter. Quelles leçons peuvent être prises de la Turquie, ou bien que peut être le message de la Turquie pour autonomiser les femmes en Afrique? Alors, ces pays évidemment, doivent permettre à leurs femmes d'être impliquées dans la vie politique. Elles ne doivent plus être exclues de la vie politique. Deuxièmement, dans l'éducation, les femmes doivent y retrouver leur place. Dans le domaine de la santé, elles doivent aussi retrouver leur place. Dans la vie des affaires, surtout, les femmes doivent avoir une place. Personne ne peut le nier. Personne ne doit l'oublier.
Et je vais encore plus loin. Dans la société civile, les femmes doivent également être représentées, doivent occuper les postes de responsabilité. Mais, mis à part cela, chez nous, en Turquie, les femmes sont omniprésentes partout, y compris dans le domaine judiciaire. Et je pense que cela est également important pour les pays africains. Et dans ce contexte, je pense que si les femmes récupèrent leur place, un grand potentiel sera mis en place. Évidemment, c'est la compétence et la loyauté qui doivent être les fondements. Et si vous avez la compétence et la loyauté, on doit pouvoir avancer. Il y avait une époque où les députés femmes n'étaient presque pas représentés au Parlement turc. Nous avons désormais atteint 14%. Je crois que cela va encore augmenter dans les prochaines élections. Et nous avons aussi dans toutes les administrations, nous avons des postes à responsabilité qui sont occupés par les femmes. Évidemment, ce qu'il faut ici, ce qui est primordial, c'est d'éradiquer la discrimination. Mais je tiens à le souligner. Je pense qu'il est absolument important que les femmes occupent une place importante dans la société civile, surtout dans les organisations de société civile qui défendent les droits des femmes. J'y crois profondément et je pense que les femmes africaines peuvent faire beaucoup dans ce domaine. Monsieur le Président, nous avons presque atteint la fin de notre discussion. Deux questions rapides, si je puis me permettre, car elles me sont très importantes. D'une part, les soins de santé. Vous avez parlé de la santé pour les femmes, pour les enfants. La Turquie est considérée comme un pays exemplaire pour les services de santé universels. Avec les populations jeunes que nous avons, que peuvent faire les nations africaines pour développer leur système de santé, pour permettre un accès universel à ces soins de santé? Évidemment, l'aspect le plus important ici, c'est l'éducation, la formation. Il y a 15 ans, en Turquie, les facultés de médecine étaient très limitées en nombre. Mais depuis notre arrivée au gouvernement, nous avons commencé à augmenter le nombre de ces facultés de médecine. Deuxièmement, nous avons aussi encouragé les hôpitaux du secteur privé. Certes, nous avons connu quelques soucis dans ce processus, mais désormais, nous avons en Turquie un grand nombre d'hôpitaux privés, des hôpitaux aussi de fondations privées, auxquels s'ajoutent aussi les hôpitaux universitaires, qu'il va falloir peut-être réformer dans le temps, mais nous voyons que désormais, avec l'augmentation du nombre de médecins, avec l'augmentation du nombre d'infirmiers, de personnel de santé, les choses ont été facilitées et puis parce que nous avons beaucoup plus d'hôpitaux universitaires, dans les 5 à 10 années à venir, je pense que nous allons pouvoir faire concurrence au monde entier. Peut-être que nous allons figurer parmi les premiers pays grâce à nos médecins absolument compétents, talentueux, ainsi que les infirmiers. Et puis, les conditions physiques aussi sont presque meilleures que les conditions physiques européennes. On a vraiment atteint un très bon niveau qualitatif. Et puis nous avons aussi ce projet de complexe hospitalier urbain qui désormais commence à constituer des exemples. C'était vraiment un rêve que j'avais depuis longtemps et je pense que nous avons énormément d'expérience que nous pouvons
partagé avec les nations africaines. Nous n'avons aucun problème dans le partage d'expériences. Par exemple, Somalie, nous avons effectué ce projet de construction hospitalière. Cet hôpital est en fonctionnement. C'est un hôpital dont nous avons fait don. Et donc, dans le cadre de nos moyens, évidemment, nous continuerons à le faire. Vous avez parlé de Somalie, Monsieur le Président. J'allais vous justement poser une question sur ce pays. Je sais que vous y attachez une grande importance aussi, que ce pays a une place spéciale pour vous. Je sais que la Somalie est sortie d'une période difficile, mais seulement hier, certains parlementaires somaliens ont parlé de vouloir destituer le président actuel, le président en exercice. Alors, en tant que leader mondial, en tant que personne impliquée en Somalie, à l'époque où personne n'y allait, quel est votre message au leadership somalien actuellement, alors qu'il fait face à ce risque d'être destitué? Alors, tout d'abord, je dois dire la chose suivante. Nous ne sommes pas allés en Somalie avec certaines attentes. C'est lorsque nous avons visité ce pays, nous avons vu directement cette destruction, l'état de la population, des enfants, des mères. Je m'étais rendue une première fois avec mon épouse, mes enfants. Nous avons vu tout ça directement de nos propres yeux. Nous ne nous rendons pas dans un pays en pensant à nos intérêts. Nous y allons avec notre conscience humaine, avec notre conscience islamique. Alors, l'unité, l'union de la Somalie sont importantes. Donc, s'il s'agit d'une volonté de faire disparaître cet esprit d'unité, je serai attristée. Je ne connais pas les détails de ce que vous venez de signaler. Je ne peux pas me prononcer sur cette affaire, mais pour nous, les Africains sont des frères et sœurs. Donc, mon attente de l'Afrique, c'est de garder son unité, car il y a ces jeux qu'on veut toujours mettre en place sur l'Afrique. Il s'agit toujours de vouloir diviser l'Afrique pour pouvoir les contrôler plus facilement. C'est toujours la politique qui a été celle des grandes puissances. J'espère que l'Afrique ne tombera pas dans ce piège. Évidemment, j'espère que face à cette situation, le prochain siècle pourra être le siècle africain. Vous connaissez mieux que moi qui a voulu exploiter l'Afrique, que ce soit l'or, les gisements pétroliers, les diamants ont été exploités. Vous le savez mieux que moi. Donc, à partir de là, je pense que l'Afrique doit pouvoir relever ces défis. Merci beaucoup. Monsieur le Président, c'est une dernière question. Je suis un journaliste. Je viens en Turquie depuis de longues années. J'ai beaucoup d'amis ici en Turquie. Avec tout le progrès que vous venez de décrire, là maintenant, sur votre pays, son développement, sur les leçons qui peuvent être tirées de l'expérience turque, chaque année, il y a des rapports sur la violation de la liberté de presse dans ce pays. Comment vous expliquez que chaque année, ces rapports soient rédigés et qui disent qu'il y a une pénurie de liberté de presse, de liberté d'opinion dans ce pays? Comment vous expliquez cela?
Alors, ces rapports préparés par le monde occidental sont tout d'abord des rapports qui manquent d'impartialité, qui manquent d'objectivité. Vous savez que moi-même, j'ai été mis en prison parce que j'avais récité une poésie alors que j'étais maire d'Istanbul et j'ai été destitué à cause de la poésie. Je connais très bien cette question de liberté d'expression. Mais il faut aussi savoir qu'un membre de la presse ne peut bénéficier d'une liberté sans frontières. La liberté, elle s'arrête là où la liberté d'autrui commence. Deuxièmement, un membre de médias ne peut soutenir le terrorisme s'il soutient le terrorisme, s'il agit comme intermédiaire aux terroristes, il doit en payer le prix. Actuellement, les journalistes détenus en Turquie ou les journalistes qui ont fui la Turquie sont des personnes qui ont commis ce genre de crime. Ils n'ont pas été placés en détention juste parce qu'ils ont utilisé leur liberté d'expression. Non, ce sont des personnes qui ont commis des crimes. Il y a même des personnes qui se présentent comme journalistes et qui n'ont pas de carte de presse. Mais voilà, oui, il y a ces rapports par soi-disant ces associations internationales de journalistes. On leur donne ces explications, ils n'ont rien à dire. Mais ils quittent ce local et ils continuent leur critique. Ils n'agissent pas dans l'honnêteté, dans la sincérité. Ils ont recours à ce type de diffamation pour créer des difficultés pour notre gouvernement. Mais vous savez, nous, on ne s'arrête pas là. Pour nous, ce qui importe, vous savez, c'est ce que dit le peuple turc. Imaginez-vous, moi j'ai obtenu 52% des votes de mon peuple et j'ai entamé mon mandat présidentiel avec 51%, avec la participation de tous les partis politiques de ce pays, avec 86% de taux de participation aux élections. Et on m'appelle toujours dictateur. Mais j'ai été élu. Je ne suis pas président à la suite d'un coup d'État. J'ai obtenu 51% des votes. De quelle dictature parle-t-on? On a insulté ma famille, insulté mes filles, insulté mes petits-enfants. Mais le peuple turc est conscient des services que nous lui avons rendus, que ce soit dans le transport, l'énergie, l'éducation, l'agriculture, la santé, la justice, la sécurité. Le peuple turc en est bien conscient de tous ces services qui lui ont été rendus. Et donc, le peuple turc continue à voter pour nous. Pour nous, le respect de la volonté populaire est la règle d'or. Toute autre chose n'est que dérisoire. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous souhaitons une très bonne visite